Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo de ma chaîne YouTube Cœur Science Énergie. Je m'appelle Aude et je suis thérapeute holistique spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'hypersensibilité. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation, c'est vrai que c'est un thème qui est relativement difficile à décrire et puis les définitions précises peut-être ne sont pas forcément bonnes ni utiles à donner puisque ce serait catégoriser les personnes. Mais souvent, c'est vrai qu'on a besoin un petit peu d'avoir des pistes pour savoir si on est hypersensible ou pas. Donc, sachant qu'il existe maintenant des diagnostics pour savoir le degré d'hypersensibilité. Donc, il y a beaucoup de psychanalystes qui ont travaillé sur le domaine, notamment Saverio Tomasella ou Hélène Aron, qui ont écrit donc, des livres à ce sujet et écrit même des tests permettant de déceler l'hypersensibilité. Donc je vais d'abord un petit peu donner une définition générale de l'hypersensibilité et puis ensuite je vais parler moi des 5 principales expressions dans mon caractère qui m'ont permis en fait de comprendre l'hypersensibilité et de savoir effectivement que j'étais considérée comme une personne hypersensible. Donc il faut actuellement savoir que l'hypersensibilité concerne une personne sur 5. Donc ça peut se traduire de différentes façons suivant les individus. Bien sûr, suivant chaque personne, suivant l'individualité de chaque personne, l'expression peut être différente. Alors, bien sûr, je disais, c'est quand même assez peu aisé d'en donner une définition très précise, sans catégoriser les personnes. Et encore une fois, notre personnalité et rien que notre humanité est composée d'une palette d'émotions qui est quand même très large et qui n'est pas forcément simple à définir. Cependant, on peut quand même dégager quelques traits communs. Alors avant de les décrire et puis de les illustrer par des exemples dans ma vie de tous les jours, d'où vient l'hypersensibilité? Alors avant de parler de l'hypersensibilité, il faut déjà parler de la sensibilité. Donc la sensibilité, elle est apparue en fait en France, donc dans la langue française au XIIIe siècle. Donc pour distinguer en fait ce qu'on appelait l'âme sensible de l'âme raisonnable. Et c'est assez intéressant parce que finalement, c'était pas forcément vu comme une opposition, mais c'était plutôt vu comme un complément. Et donc actuellement, souvent, on se demande est-ce qu'on va suivre plutôt le cœur ou la raison, et on a bien effectivement cette dichotomie entre ces deux termes. Donc sensible, ça voulait dire, en fait, ça complétait le terme sensé pendant longtemps. Sensé qui vient du sens, qui porte tout son sens. Puis au XVIIe siècle, donc la personne sensible, c'est devenu une personne qui ressent une impression, puis qui va être facilement émue. Donc on va avoir la notion d'émotion qui va commencer à apparaître. Au XVIIIe siècle, ces personnes-là, les personnes dites sensibles, c'était celles qui avaient des sentiments humains. Donc finalement, qui n'est pas sensible. La sensibilité fait vraiment partie de la nature humaine. C'est comme ça qu'il faut voir au niveau de l'étymologie de ce mot-là. Alors aujourd'hui, si on regarde dans le Larousse, la sensibilité, c'est l'aptitude à réagir plus ou moins vivement à un événement ou à une situation. C'est l'aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui. Et souvent, ça va aussi forcément impacter nos choix de vie. Par exemple, on va choisir un métier suivant notre sensibilité. Donc derrière cette sensibilité, on peut avoir les valeurs, on peut avoir ce qui nous porte, ce qui nous touche, ce qui fait écho en nous, ce qui vibre avec nous, ce qui est en résonance avec notre âme. Et donc c'est pour ça que dans mon travail, en fait, j'accompagne aussi les personnes hypersensibles dans la recherche de leur mission de vie. Parce qu'en fait, c'est un tout. La question du sens, de trouver un sens à sa vie, ça fait bien partie aussi de ce cheminement-là, quand on est sur ce cheminement de l'hypersensibilité. Alors pourquoi hyper? Hyper, forcément, on va dire, c'est quelque chose qui est trop. Mais dès qu'on dit trop, c'est forcément relatif à autre chose. Donc là aussi, c'est quelque chose de très personnel, très individuel. Cette échelle, cette graduation, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez, va dépendre de la personne. Mais en fait, on peut aussi, si on y réfléchit un petit peu, distinguer 3 familles de paramètres qui vont jouer sur ce niveau d'hypersensibilité. Donc il y a déjà le niveau de souffrance, c'est-à-dire, suivant les personnes, une souffrance peut être tolérable ou ne peut pas l'être. Donc là, le degré varie. Donc je parle par exemple aussi de souffrance émotionnelle. Je ne parle pas que de souffrance physique. Ça peut être une souffrance psychique ou mentale.
Deuxième chose qui peut rentrer en ligne de compte, c'est les convenances, c'est-à-dire ce qui va être imposé par notre milieu familial ou notre milieu social. Qu'est-ce qu'on va considérer comme ridicule? Qu'est-ce qu'on va décider de ce qui est convenant ou pas? Ça, souvent, ça vient de très loin, ça vient de notre éducation, que ce soit nos parents, que ce soit l'école, etc. Donc du coup, ce système de convenance étant individuel, propre à chacun, quand on va le dépasser, quand on va sortir du cadre imposé, on va par exemple se sentir ridicule dans certaines situations, dans l'embarras, alors que pour d'autres personnes, on restera encore dans le cadre des convenances normales, classiques, je dirais, dans le cadre, et donc il n'y aura pas forcément une hyper sensibilité ou une hyper réaction à certains événements de notre vie. La troisième chose aussi, ça peut être les coutumes. Alors les coutumes, c'est encore plus large. C'est au niveau, effectivement, souvent même d'un pays, d'une histoire en fait locale. C'est-à-dire, par exemple, certains peuples vont faire encore actuellement des rituels, ils vont sacrifier des animaux. Ce n'est pas quelque chose qui va les impacter dans leur sensibilité, ça ne va pas les toucher, puisque le sens donné par l'acte de tuer un animal, justement, elle peut avoir une valeur religieuse, spirituelle, etc. Et aussi, même, je dirais, si on est en France, si on est par exemple dans des systèmes ou dans une famille, on a été élevé à la ferme, on a vu des animaux être abattus de façon naturelle ou tués pour être mangés dans la ferme, bah, forcément, on ne va pas forcément avoir le même regard sur le fait de tuer ou la souffrance animale, puisque ça peut faire partie de quelque chose qui va être naturel, encore une fois, donc inscrit vraiment dans une coutume. Alors, je rentre un petit peu maintenant plus dans la définition de l'hypersensibilité. Donc souvent, c'est l'expression d'une intense réceptivité ou émotivité ou expressivité. Donc souvent, on peut déjà effectivement, sans généraliser, mais avoir, des fois ça peut être caché, on ne s'en rend pas compte quand on est hypersensible, mais avoir un potentiel effectivement de création, un potentiel artistique très développé, c'est-à-dire une facilité à écrire. Écrire, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des textes, ça peut être des poésies, une lettre, etc. Raconter des histoires. Ça peut être vraiment dans l'expression artistique comme la peinture, comme la danse, etc. Voilà, donc on va avoir ça. Alors la réceptivité, justement, ça peut être quand on a une intense réceptivité, c'est souvent, on peut avoir, et moi personnellement je l'ai vécu, c'est-à-dire se sentir un peu comme une éponge. C'est-à-dire, on reçoit tellement d'informations de notre environnement, que ça peut être des personnes, ça peut être aussi des lieux, qu'on peut vite se sentir effectivement submergé. Si on ne sait pas se protéger, si on n'a pas fait un certain travail, moi personnellement j'ai travaillé vraiment sur le plan énergétique pour arriver en fait à me protéger et à me centrer. Me protéger, ça ne veut pas dire m'isoler des autres, ça veut juste dire ne pas prendre plus que ma part finalement et laisser ce qui ne m'appartient pas dans mon environnement. Donc forcément, on va comprendre que si on a une intense réceptivité, souvent on va comprendre l'autre d'une façon très subtile, souvent même avant qu'il s'exprime. On va pouvoir détecter dans des attitudes, dans des regards, dans une certaine façon de s'exprimer, de parler, les émotions que l'autre peut ressentir. Parce qu'en fait, finalement, on devient tellement habile à analyser ce qui se passe, donc il y a une grande capacité d'analyse, des fois trop, c'est-à-dire qu'on va avoir un mental très très agité, puisqu'on analyse le monde de façon constante, on est curieux, on a une attention du détail, des fois une mémoire très très importante, très fine, c'est-à-dire que les personnes hypersensibles, on va leur dire, par exemple, on croise un ami dans la rue, on ne s'est pas vu peut-être depuis un an, la personne hypersensible va se rappeler de la dernière fois quand elle a vu la personne, certainement le jour, le moment de la journée, comment la personne était habillée, comment était l'ambiance, si c'était par exemple dans un restaurant, dans un café, s'il y avait du bruit, etc. Donc c'est souvent, là aussi, on retrouve finalement l'aspect écoute, c'est-à-dire l'aspect empathique, l'aspect ressentir les émotions des autres avec une émotivité effectivement
qui peut être très forte. Et quand on dit hyper, c'est qu'en fait, elle est gênante. Elle est gênante pas forcément pour les autres, mais déjà pour la personne elle-même. Parce qu'effectivement, en se sentant comme une éponge, ben, les émotions, quand la coupe est pleine, on ne peut plus rien accueillir. Donc, si on n'a pas vidé sa coupe émotionnelle, d'où les techniques de libération émotionnelle que je fais avec les personnes que j'accompagne, on va effectivement pouvoir à nouveau accueillir. Mais tant qu'on n'a pas essoré l'éponge, on va ne plus pouvoir être complètement saturé finalement. Et cette saturation, ça va aussi se traduire dans une sensibilité accrue des sens, particulièrement l'ouïe. Par exemple, on va être justement dans un café, on a envie d'avoir une discussion de qualité avec une personne, on va être très vite gêné par les bruits aux alentours qu'on perçoit des fois de façon très très intense. Alors que la personne en face peut-être ne va pas les percevoir ou ça ne va pas la déranger. Mais nous, comme effectivement on a des antennes ouvertes tout le temps, on va l'entendre et en fait on va donc se fatiguer finalement beaucoup plus rapidement puisqu'on absorbe plus en fait les choses, on les traite aussi dans notre mental, on les analyse. Et donc, ce qui peut conduire souvent au niveau de l'hypersensibilité, quand elle n'est pas accompagnée, à des sentiments soit d'isolement ou d'anxiété aussi, des fois des tendances à la dépression. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver quand l'hypersensibilité n'est pas accompagnée. Alors il y a aussi voilà, des choses un petit peu plus, je dirais, anodines qui s'expriment plus ou moins suivant les personnes. Donc je disais, il y a l'intuition qui peut être plus ou moins développée. Des personnes qui peuvent vraiment ensuite affiner encore cette intuition-là dans leur ressenti. Voilà. Souvent, on n'aime pas le conflit. On n'aime pas le conflit parce que ça nous demande beaucoup, beaucoup d'énergie en fait à sortir, beaucoup d'émotions à exprimer. Donc, on est un petit peu effrayé par ça. On peut être très blessé par la critique parce qu'on prend souvent les choses très à cœur. Encore une fois, trop à cœur, c'est ce qu'on dit parfois de nous, c'est-à-dire, mais là, tu réagis de façon exagérée. Je t'ai pas dit ça, mais en fait, on a entendu autre chose, on a perçu autre chose parce qu'on a ressenti la part de colère ou de reproche que la personne nous exprimait. On peut se sentir incompris. Et ça, souvent, c'est aussi, dans cette expression de solitude, un sentiment de décalage, c'est-à-dire l'impression finalement de vivre dans ses pensées ou dans ses émotions, et donc d'être un petit peu coupé des autres. On peut être à fleur de peau, très souvent, c'est-à-dire sentiment d'être incompris, désenchanté. Voilà. Il y a aussi, alors bon, ça, après ça dépend de chaque personne, de l'histoire de chaque personne. C'est pour ça que je fais souvent un premier déroulé en fait de l'histoire de vie des personnes pour comprendre les blessures fondamentales. On peut par exemple aussi, en voulant tellement faire plaisir, puisqu'on a une blessure par exemple de rejet qu'on a reçu, en général ça s'est activé dans l'enfance, qu'on va finalement se suradapter aux gens et finalement se perdre et ne plus être soi-même. Alors, donc j'ai un petit peu parlé de l'hypersensibilité, juste une toute petite définition quand même des émotions parce qu'on en a parlé beaucoup. Faut savoir que les émotions, c'est d'abord une réaction qui va être physiologique. Donc ça peut être trembler, ça peut être une rougeur, ça peut être une sueur, ça peut être la respiration coupée, ça peut être un nœud. Et souvent ces nœuds-là, justement, c'est ce qu'on imprime dans le corps, ce qui va se cristalliser, donc ce qui va faire en fait les blocages. Et donc justement sur des techniques énergétiques, on va apprendre à rééquilibrer, à fluidifier en fait ces énergies dans nos corps pour que ça recircule. En fait, généralement, les personnes qui n'expriment pas leurs émotions, elles vont être complètement repliées sur elles-mêmes, même à la fois, ça peut vraiment provoquer des douleurs physiques. Alors qu'en fait, la vie, c'est-à-dire sortir ses émotions, c'est tout le mouvement inverse, c'est un mouvement d'ouverture finalement, de mouvement, c'est-à-dire qu'on va justement être aussi dans le premier mouvement de base qui va être le mouvement de respiration qui va beaucoup aider sur des techniques de libération émotionnelle et psycho-énergétique, d'expression justement corporelle, et donc pour éviter toutes ces cristallisations. Alors bien sûr, je pense que vous savez tous qu'on a 4 émotions fondamentales
Et suivant là aussi les approches qu'on peut avoir en médecine chinoise, on a des résonances entre les émotions principales et certains organes. Par exemple, la tristesse. Souvent, la tristesse, on l'emmagasine au niveau des poumons. Pourquoi les poumons? Parce qu'en fait, d'ailleurs, si on regarde la forme des poumons, c'est la forme d'un arbre de vie. Donc, c'est un arbre, hein, finalement, des poumons. On va avoir un tronc, des branches et puis des petites ramifications. Donc, souvent, la tristesse, effectivement, ça nous touche à ce niveau-là. La colère, c'est le foie. Généralement, ça nous tape directement quand on se fait une crise de foie. Des fois, ça peut être une colère qu'on a rentrée, qui a été déclenchée par un stress ou quelque chose. La joie, généralement la joie, on la ressent plutôt au niveau de notre cœur. Et puis la peur, souvent c'est au niveau des reins. Souvent, hein, quand on a mal aux reins, on se bloque le bas du dos. Donc ça peut être vraiment cette expression de peur. Voilà. Alors, juste pour terminer, donc, ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'en fait, je pense qu'en nous, il y a toujours tous les possibles. Donc, malgré ces facteurs-là déclenchants, cette tendance qu'on peut avoir à être hypersensible, qui n'est pas forcément simple à vivre, tout ce qu'on veut être, en fait, toute l'énergie pour accomplir ce qu'on veut réaliser, elle est en nous. Donc, il suffit juste de la réactiver, que ces émotions ne soient plus gênantes, mais au contraire, une émotion, ça peut être une force énorme si on l'utilise pour l'énergie positive qu'elle peut dégager. Donc je pense qu'il faut s'imaginer comme on aimerait être, en faisant ce qu'on aime faire, et puis chaque jour finalement avancer d'un pas vers ce but. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein. Parfois on a l'impression que ça n'avance pas, on peut se sentir découragé. Mais ce qu'il faut toujours, c'est continuer à tenir ses rêves. Et puis un beau matin, on se réveille et puis on a avancé, parce que de petit pas en petit pas, finalement, on a fait un bout de chemin. Et on est devenu finalement la personne dont on rêve. On a accompli ce qu'on voulait, simplement parce qu'on a eu le courage de croire en soi et en ses rêves. Voilà, donc l'hypersensibilité n'est pas une fatalité. Et je serais très contente de pouvoir en échanger avec vous, que ce soit sur ma page Facebook, Cœur Science Énergie, par Skype ou par mail sous divergente777@outlook.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée.